Si vous nous rejoignez sur Mekuba Télévision, c'est l'heure du grand direct à la une de l'actualité. Le commandant de la 32e région militaire a lancé un message aux forces armées lors d'une parade mixte tenue à Bunia. Le général Peter a invité les hommes en uniforme à rester dans le respect de la protection des civils et de leurs biens, mais également de défendre l'intégrité territoriale. Il a aussi découragé certains dérapages constatés dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis dans le Kasaï central, les avocats ont décrété à partir de ce mardi une grève au tribunal de grande instance de Kananga et dans d'autres juridictions de la province. C'est ce qui ressort de la marche organisée ce même mardi matin à Kananga. Ils exigent plutôt le départ sans condition du juge président du tribunal de grande instance de Kananga qu'ils accusent de plusieurs griefs. Et à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, un jeune garçon âgé de 15 ans a été électrocuté mercredi 23 novembre dernier sur l'avenue du 30 juin. Cet élève se rendait à son école lorsqu'à mi-chemin, un câble électrique de haute tension s'est coupé et est tombé sur lui. Le pauvre garçon s'est alors retrouvé brûlé sur quelques parties de son corps. Les détails, c'est dans cette grande édition du journal. Encore une fois, bienvenue sur Mekuba Télévision en parlant de Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui suit de près le déroulement du processus de paix en République démocratique du Congo. Il salue ainsi la tenue du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la partie orientale de la RDC ayant eu lieu à Luanda le 23 novembre et les décisions prises par les leaders régionaux afin d'établir un cessez-le-feu et effectuer le retrait du M23 des zones conquises. Ensuite, il promet l'appui de l'ONU pour le retour de déplacés. C'est ce que nous dit ici Sarah Katebe dans ce commentaire. Comme les leaders régionaux, Antonio Guterres appelle tous les groupes armés, congolais ou étrangers, à déposer immédiatement les armes et à rejoindre, comme indiqué, les processus respectifs de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Dans ce cadre, la MONUSCO a déclaré ce lundi 28 novembre qu'elle est disposée à offrir davantage son appui. Cet engagement est également renouvelé par Antonio Guterres, particulièrement dans le souci de coordonner avec la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est pour fournir un soutien à l'opérationnalisation rapide du mécanisme de vérification établi dans le cadre de la feuille de route de Luanda et pour continuer à aider le processus de Nairobi. Le secrétaire général réitère par ailleurs la disponibilité des Nations Unies à soutenir le retour des personnes déplacées vers leur région d'origine en coordination avec les autorités nationales en charge, selon les cadres existants et en conformité avec les principes du droit humanitaire international et de ses provisions. Selon les acteurs étatiques et humanitaires cités par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, environ 340 000 personnes ont été déplacées depuis que les combats entre l'armée et les combattants du M23 ont éclaté dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu au mois de mars, dont plus de la moitié sont des femmes. La République démocratique du Congo se réjouit de sa participation à la COP27 en Égypte, qui a été un moment très important, d'après Eve Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement. En tant que pays solution au changement climatique, la RDC avait 5 objectifs, notamment consolider sa position de leader environnemental pour des solutions aux problèmes climatiques. Eve Bazaïba a expliqué que pour l'adaptation, il y a eu une promesse évaluée à 230 millions de dollars pour renforcer l'adaptation d'ici 2030. Le vice-premier ministre Eve Bazaïba a également informé l'opinion que le gouvernement congolais a signé 2 accords très importants, dont le premier avec le groupe de travail entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, tandis que l'autre entre l'Indonésie, le Brésil et la RDC. Suivez. Il faut des moyens pour le changement des comportements, le changement des procédés nécessite des moyens. Donc on a obtenu une promesse de 230 millions de dollars d'ici 2030. Alors les questions relatives aux pertes et dommages, le parti, donc tout le monde dans tous les États dans cette conférence, nous sommes convenus à l'établissement d'un nouveau mécanisme de financement. Parce que les pertes et dommages, c'est quoi? Lorsque les pays pollueurs ont pollué, il y a eu des conséquences du réchauffement climatique. Il y a des pays qui payent les frais de ces réchauffements. Je donne l'exemple de la République démocratique du Congo. Avec le réchauffement climatique, il y a l'assèchement dans les pays du Sahel, par exemple, l'élargissement du désert du Sahara. Donc les éleveurs qui sont là commencent maintenant à chercher les pâturages. Dans leur recherche des pâturages, naturellement, ils viennent vers la République démocratique du Congo, vers le bassin du Congo.
nous avons signé 2 accords importants. Le premier, c'est les groupes de travail entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Ce sont des négociations qui ont commencé depuis que la RDC s'était présentée comme étant pays solution. Nous avons pu obtenir l'attention, nous avons attiré l'attention du monde par rapport à ce que nous constituons. Nous avons les potentiels, nous avons besoin de la technologie. Et ce groupe de travail va se focaliser sur les questions de l'énergie, notamment l'énergie renouvelable, la conservation et la gestion des forêts, l'agroforesterie qui va aider donc à nous adapter à la nouvelle donne du climat en laissant l'agriculture itinérante sur brûlis, en utilisant maintenant l'agriculture mécanisée, l'agriculture qui ne pollue pas, l'agriculture qui préserve l'environnement. Nous avons signé un autre accord important entre l'Indonésie, le Brésil et la République démocratique du Congo. Ça, c'était quelque chose qui devait se faire depuis longtemps parce que de manière tout à fait naturelle, nous sommes dans le même hémisphère, nous avons le même défi, nous avons le même potentiel, les mêmes avantages. Je pense qu'il était grand temps pour que nous puissions parler le même langage. Et puis Kinshasa signe et persiste sur sa position, celle de ne pas négocier avec le groupe terroriste du M23 sans le respect des exigences du mini-sommet de Luanda. Patrick Muyaya a réitéré cet appel du gouvernement au groupe armé de saisir cette opportunité de facilitation de Nairobi pour mettre fin à l'insécurité alarmante à l'est du pays, ce qui constitue déjà une des contraintes majeures évoquées par le président de la CENI, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'organisation des élections. Le porte-parole du gouvernement rappelle en outre à la communauté internationale et aux parties prenantes du processus électoral la nécessité plutôt d'œuvrer pour le retour de la paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Les discussions ont commencé jusqu'au 3 décembre et à la fin, nous espérons que nous pourrons avoir la fenêtre d'opportunité pour ramener la paix dans ces parties du territoire, réinsérer ceux qui étaient dans les groupes armés, mais l'urgence, c'est aussi la question humanitaire. Le communiqué de Luanda était assorti d'un calendrier. On avait donné 48 heures pour que cessent les feux et je vous ai dit qu'on observe une relative accalmie. Même si les informations qui nous parviennent disent qu'il y a une forme de réorganisation ou des déplacements de matériel du côté des terroristes du M23, mais globalement, le message a été compris. Je pense sûrement, je ne suis pas de l'autre côté, que des dispositions sont en train d'être prises parce qu'ils ne pourront pas affronter à la fois les forces et toute la pression mondiale qu'il y a sur les sujets. Donc nous pensons que nous devons rester vigilants, autant nous devons rester optimistes pour donner une vue, une possibilité de rapidement arriver à la paix, parce qu'il y a des compatriotes qui ont besoin d'être secourus rapidement, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'abri. C'est pour eux que nous avons toujours fait le choix de privilégier les voies qui mènent à la paix. C'est ici l'occasion d'exhorter encore de nouveau la communauté internationale, parce qu'elle est partenaire au processus, d'user de tous les moyens diplomatiques à leur niveau pour que la situation sécuritaire que nous déplorons actuellement puisse se terminer, parce que cela risque évidemment d'avoir une incidence. C'est aussi l'occasion de rappeler à toutes les parties prenantes. Le moment venu, nous pourrons faire une communication conjointe avec le président de la CENI, où il aura l'occasion d'expliquer dans les détails ce qu'il entend par contrainte et comment le processus va évoluer. C'est aussi l'occasion d'encourager toutes les parties prenantes, les sceptiques, de se mettre dans les trains électoraux pour qu'on n'écrit pas 6 mois avant qu'il y a eu ceci, allons au dialogue, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. Nous sommes à une année, nous pouvons le faire. Autre chose, le commandant de la 32e région militaire encourage les éléments des forces armées de rester dans la ligne droite de la protection des civils et de leurs biens, mais également de défendre l'intégralité du territoire national congolais. Message lancé par le général Peter Chirimwami lors d'une parade mixte tenue à Bunia. Ce dernier décourage certains dérapages qu'il aurait constatés au sein des rangs des forces armées. Depuis Bunia, Marcus Jean-Loïca, notre correspondant, nous en dit plus. Cette parade mixte FARDC Police s'est tenue au siège de la 32e région militaire à Bunia.
présidé par le général-major Peter Tiramouine, commandant de la 32e région militaire, qui a profité pour féliciter et encourager les services de défense et de sécurité dans la lutte sans merci qu'ils mènent contre l'insécurité et la criminalité dans la ville de Bunia, où règne une accalmie à l'instar de plusieurs agglomérations de la province. Occasion pour le numéro 1 de la 32e région militaire de rassurer également la population quant aux moyens et aux mécanismes mis en place pour mettre définitivement un terme à certaines antivaleurs rencontrées auprès de quelques agents de l'ordre. Na cadre d'évaluation ya ba activité ya sanza na biso nalingaki na pesa ba félicitations na effort to sali sanza oyo mais ezala te que na ndenge tokomi na mwa 55 wana na suka ya sanza oyo ezokolanda tokoma lisusu na 40 souci ya mokonzi ya province ezali évaluation ya décembre tokoma ta na 70 pourquoi pas 80 toyokani nous devons rassurer la population que nous sommes prêts pour na bango toza prêts il faut qu'on s'exerce bozolanda na ba télévision makambo ezoleka côté à Goma kuna nous devons être prêts pour y aller toyokani. Il faut dire que cette parade mixte tenue chaque fin du mois permet d'évaluer les activités de toutes les unités de FARDC et de la police à Ituri. Déploiement de la force sous-régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est au Nord Kivu. La société civile appelle à la définition de son mandat. Pour John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, cette force ne doit pas se transformer en MONUSCO bis pour être observateur au lieu de combattre les groupes armés qui déstabilisent la partie orientale de la République démocratique du Congo. John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, dans cet extrait choisi pour vous par notre correspondant Patrick Saloua. Moi je vous dis, nous comme population, la paix d'abord c'est un droit pour nous. Nous avons droit à la paix. Et j'insiste en disant, nous, société civile, nous avons dit que si cette force régionale arrive, il faut qu'elle arrive pour venir aider la RDC à rétablir la paix et la sécurité. Si c'est à la contre de ça, les raisons d'être ou les raisons de venir, on ne voit pas l'importance de leur arrivée. Donc, s'ils sont arrivés pour nous aider à contraindre tous ces groupes armés à déposer les armes, là nous sommes d'accord. Mais s'ils viennent pour venir faire une observation, pour devenir une deuxième MONUSCO, là nous ne sommes pas d'accord. Donc c'est là où nous sommes en train encore d'interpeller notre gouvernement, de prendre ses responsabilités. Nous disons bien que si nous sommes citoyens, nous avons droit à la paix et à la sécurité. Et si ces pays viennent nous aider dans cet angle-là, nous sommes tout à fait d'accord. Si c'est une force de contrainte, ils sont venus nous aider pour contraindre tous ces groupes armés, là nous sommes d'accord. Mais s'ils viennent comme une force d'interposition, là ça sera une deuxième MONUSCO. Là nous ne sommes pas d'accord. Je crois qu'ils doivent venir nous aider. Nous avons besoin de la paix. Nous en avons déjà marre. Je vous l'annonçais dans les titres, les avocats du barreau du Kasaï central ont décrété à partir de ce mardi une grève dans toutes les juridictions de la province. C'est le message retenu à l'issue de la marche organisée ce mardi matin à Kananga. Ils exigent le départ sans condition du juge-président du tribunal de grande instance de Kananga qu'ils accusent de plusieurs griefs. Découvrons-les dans ce reportage de notre correspondant depuis le Kasaï, Solène Toumba Moufika. Ils en ont marre, comme on peut le constater. Ces hommes en toge noire du barreau du Kasaï central dénoncent plusieurs abus dont ils sont victimes de la part du juge Kayembe Bantou, président du tribunal de grande instance de Kananga. Ils choisissent ainsi la voie pacifique pour faire entendre leur voix à travers cette marche. Le bâtonnier du Kasaï central épingle ces griefs. Pour clientélisme, trafic d'influence, excès de zèle, corruption, manque de considération et humiliation envers les avocats du barreau du Kasaï central, aussi bien devant le prétoire que dans l'exercice de ses fonctions. Le cas le plus récent est celui du bâtonnier du barreau du Kasaï central qui lui aussi avait été humilié par ce juge en refusant délibérément de lui donner l'occasion d'appeler en premier lieu ses affaires suivant l'ordre de préséance. Pour toutes ces violations de la loi perpétrée par le juge Kayembe, le bâtonnier a tenté sans succès de trouver une solution satisfaisante de nature à rétablir le rapport de déférence et d'égard entre les magistrats et les avocats.
Hormis ces tableaux sombres de griefs, l'on note également le fait de s'être familiarisé avec les justiciables de son ressort. Et face à ceci, ses avocats décident. Le nombre d'années passées à Kananga a occasionné une familiarité prononcée entre le magistrat Kayembe et les justiciables de son ressort, au point que la justice n'est plus rendue selon la vision du chef de l'État qui lutte contre la corruption et les antivaleurs. La preuve en est que depuis son arrivée à la tête du tribunal de grande instance de Kananga, les jugements ne sont jamais rendus dans le délai de la loi. Amen. Et là où les décisions de justice existent, certaines sont rendues sans fondement juridique approprié. Les avocats du barreau du Kassa central décident de sécher toutes les audiences du tribunal de grande instance de Kananga jusqu'à ce que le président de cette juridiction mise en cause soit affecté dans un autre ressort. Le mémorandum ainsi lit est déposé dans les mains propres du vice-gouverneur du Kasaï central, Martin Makita Fomba, qui à son tour promet de les transmettre acquis des droits. Votre revendication est constitutionnelle. Nous prenons acte et nous allons transférer acquis des droits. Autre chose, le calendrier électoral vulgarisé par Denis Kadima prévoit la tenue des élections locales, dont celle des maires, des villes et des conseillers urbains. Une première expérience pour la République démocratique du Congo face à la politique de développement à la base. Ces élections sont-elles prioritaires et réalistes? Retrouvez ici le secrétaire exécutif de la CENI et analyste des questions d'actualité dans ce récit d'Oscar Kalambay. Jean-Paul Chikindo, secrétaire exécutif de la CENI Lualaba, a fait savoir que les élections locales seront d'une importance capitale car les entités territoriales décentralisées fonctionnent sans organe de contrôle. Jusqu'à présent, toutes les entités décentralisées fonctionnent sans l'organe délibérant. Donc, c'est-à-dire celui qui doit faire le contrôle. C'est pourquoi ces élections sont très importantes. Une hypothèse soutenue par l'analyste politique Jérim Bayo qui émet le vœu de voir une organisation faite avec la bonne intention. Il y a lieu de soutenir, mais s'il s'agit de pièges visant autre résultat, on aura tout faux. Si tout a été fait en âme et conscience dans le but de respecter une certaine programmation, on est d'accord. Selon cet analyste, la tenue de ces élections sera une première expérience à laquelle les Congolais n'ont jamais participé, alors que certaines lois du pays qui concourent à la promotion du développement à la base émettent certains vœux. Il aurait bien été souhaitable que les élections municipales et locales interviennent bien assez tôt pour permettre que finalement les élections présidentielles soient considérées comme un aboutissement, une clôture du cycle électoral. Mais je pense que les techniciens qui ont réfléchi de cette manière ont peut-être tenu compte de certains aspects spécifiques ou techniques qui ont conduit à cette décision-là. Les scrutins des conseillers urbains, des bourgmestres et bourgmestres adjoints auront lieu le 30 mars 2024. Ceux des maires et maires adjoints auront lieu le 27 mai 2024, tandis que les conseillers des secteurs et des chefferies seront élus le 11 juillet 2024. Et justement, au sujet des élections des conseillers urbains, notre rédaction a approché un juriste pour en savoir plus sur le mandat d'un conseiller urbain et communal. Pour Jerry Makengo, le conseiller urbain sera élu par le peuple et aura pour mission de conseiller et de contrôler le maire de la ville pour la bonne gestion de son entité, telle que le veut la Constitution de la République démocratique du Congo. Suivez donc ici Maître Jerry Makengo. Le rôle d'un conseiller municipal, c'est légiférer les lois, contrôler les bourgmestres et le vice-bourgmestre, ainsi que leurs activités. Et eux, ils sont là pour contrôler ce que font les maires de la ville, le vice-maire, le bourgmestre et le vice-bourgmestre. Donc ils sont là pour légiférer et proposer de lois. Donc ils ont en termes, c'est comme ils sont des députés. Donc c'est un peu ça. Il y a tant de compétences de conseillers municipaux qu'ils ont au sein de notre pays. Normalement, du fait qu'ils sont élus par suffrage, je crois que leur mandat, si je ne me trompe pas, doit être de 3 ans. Mais par rapport à la Constitution, par rapport aux élections par suffrage universel, direct ou indirect, c'est souvent 5 ans. Mais les mandats de nouveau de conseillers municipaux, c'est allant de 5 ans. Mais ce sont le peuple que nous sommes, nous allons voter les conseillers municipaux, qui auront comme rôle, comme je venais de dire, de conseiller l'exécutif communal. Car comme nous le voyons aussi, le gouverneur est élu
Donc, à l'Assemblée provinciale, ce sont les députés provinciaux qui ont élu les gouverneurs dans les conseils municipaux aussi à leur tour du fait qu'ils ont été élus par suffrage. Donc, ils vont rendre compte à l'Assemblée provinciale. Changeons de chapitre. La 3e conférence nationale sur le VIH-Sida s'est ouverte ce lundi 28 novembre à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba, sur le site de Katebi Beach, sous le thème « Mettre fin au sida d'ici 2030 dans une approche multisectorielle pour un développement durable ». C'est la vice-gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a lancé ces assises qui devront s'étaler sur 5 jours. Dorsam Teb Api pour les détails. Tout a commencé par le mot du secrétaire permanent des PNMLS qui a circonscrit le cadre. Il sera suivi par la locution de l'Université de Kolwezi qui a souhaité la bienvenue aux différentes délégations. La représentante de l'ONU-SIDA a à son tour souligné l'importance de cette rencontre. Tout d'abord, au cours de ces 8 dernières années jusqu'à 2030, nous devons agir plus rapidement, travailler plus intelligemment et utiliser plus efficacement les ressources dont nous disposons. Nous devons concentrer notre attention sans relâche sur la fin des inégalités et le renforcement des systèmes nationaux. Le secrétaire exécutif national du PNMLS est revenu sur la particularité de ces assises. La présence de l'autorité au plus haut niveau du sommet de l'État aura servi à orienter les perspectives de l'horizon 2030, année de rendez-vous pour que le VIH-Sida ne soit plus considéré en RDC comme problème de santé publique, à l'instar de la Covid-19. Après toutes ces allocutions, l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini a prononcé son mot d'ouverture des assises. J'apprécie l'organisation de ces assises ici chez nous au Lualaba et j'ai la ferme conviction qu'elles vont déboucher sur des résolutions pragmatiques qui permettront de baliser les chemins de la RDC vers l'atteinte de l'objectif de l'horizon 2030. Après la cérémonie officielle de lancement des activités, c'était le travail en panel. 4 orateurs étaient au rendez-vous. À cette manifestation, on a noté la présence de plusieurs personnalités venues des différentes provinces de la RDC, de la France, du Canada et des États-Unis. Cette conférence nationale sur le VIH-Sida va se dérouler du 28 novembre au 2 décembre prochain. Et pour un deuxième jour, cette conférence a réuni les hommes et femmes de médias de la province de Lualaba qui ont été sensibilisés sur les objectifs de cette campagne afin de vulgariser et de porter loin le message de lutte contre le VIH-Sida. Et puis la saison de pluie s'accompagne toujours des maladies hydriques. Malgré cette réalité, à Kolwezi, un constat est fait de la mauvaise gestion des immondices cause de plusieurs maladies. À ce sujet, nous avons approché Daniel Kapanda-Kapans, directeur provincial de l'assainissement, qui dit avoir déjà fait ce constat et avoir convoqué urgemment une réunion pour adopter des stratégies sur la gestion des immondices. Pour lui, les moyens posent problème car les décaissements des fonds au niveau urbain dépendent de l'IGF plutôt, chose qui constitue un handicap dans l'exercice de leurs fonctions. Retrouvez donc ici le directeur provincial de l'assainissement dans ses propos recueillis pour vous par Gaskalong et John Mema. La saison de pluie, nous l'avions prévenue, c'est-à-dire nous avions réuni tous les services d'assainissement de la ville de Kolwezi. Nous avions tenu des réunions et nous avons pris des stratégies, nous avons monté des mécanismes pour que nous puissions protéger notre population par rapport à la saison de pluie. Tout ce que les riverains font pendant la saison sèche, jetant bouteilles en plastique, jetant déchets dans les caniveaux, eh ben, ça nous rattrape tout de suite avec la saison de pluie. Et avec la saison de pluie, ça devient plus visible. Parce que quand il ne pleut pas, on ne voit pas tellement la saleté, mais lorsqu'il pleut, tout ce qui était dans les caniveaux qui revient à la surface. Avec le contrôle de l'IGF qui a choisi le Lualaba comme cible, même l'achat en carburant, il faut respecter la chaîne des dépenses. Qui veut dire que ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Les immondices sont produites tous les jours. Mais si vous faites un arrêt d'une semaine, eh ben c'est dans tout le coin
que vous voyez qu'il y a des immondices. Et ils sont butés à ce problème-là. Malgré toute la sensibilisation que nous faisons, arranger la devanture de sa maison, arranger le caniveau qui passe devant sa maison. Et tout cela, c'est dans la culture. Madame, nous sommes en train de faire des efforts pour faire comprendre à la population qu'il y va de leur santé. Nous faisons régulièrement des évaluations, nous donnons des stratégies, nous orientons et les difficultés sont réelles. Colosi, qui à son temps n'avait que 600 000 habitants, Colosi est autour de 1 million d'habitants. Alors vous comprenez tout de suite que la production d'immondices avec cette population, elle devient encore plus grande. Donc nous devons multiplier les moyens pour parvenir à juguler cette... Et nous sommes en train de nous y mettre. Mais aussi, on appelle à la conscience de la population. Et pendant cette même saison de pluie, on remarque également de plus en plus la présence des mouches domestiques dans notre environnement. Celles-ci sont à la base de maladies dites gastro-entérites. Comment lutter contre ces maladies? Le docteur Fred Kabange répond dans ce récit de Sarah Katebe. La saison des pluies est favorable à l'éclosion d'une multitude d'insectes volants. Parmi ces insectes qu'on trouve dans notre environnement, on remarque une présence massive des mouches domestiques, un insecte malpropre, perturbateur et vecteur des germes. Ce qui multiplie selon le docteur Fred Kabange, médecin traitant, les risques de maladies. Les mouches peuvent apporter quelques maladies, donc causer quelques maladies, comme par exemple nous avons la fièvre typhoïde parce que les mouches sont vecteurs de beaucoup de maladies. Nous avons par exemple aussi les parasitoses intestinales. Pour lutter contre les maladies causées par la prolifération de mouches, il souligne qu'il est impératif de mettre l'accent sur l'observance et le respect des mesures d'hygiène. Dans un premier temps, nous devons commencer par sensibiliser la population afin de vivre dans un environnement qui est sain. Et aussi, nos mamans qui sont à la cuisine, à chaque fois que vous êtes en train de préparer, cette odeur-là va attirer des mouches et tout. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Avoir les assiettes avec des couvercles. Quand vous préparez, il faudrait vraiment éviter qu'il y ait des eaux là qui apportent beaucoup plus de mauvaises odeurs et tout. Et puis, laver les mains à tout moment, couvrir la nourriture. Ajoutez que ces maladies peuvent être guéries par un traitement médicamenteux, a-t-il conclu. Et pour finir, un jeune garçon de 15 ans a été électrocuté ce mercredi 23 novembre dernier sur la nuit du 30 juin à Colosi. Élève de son état, le pauvre jeune se rendait à son école et à mi-chemin, un câble électrique de haute tension s'est coupé et est tombé sur lui, ce qui renseigne une source. Sa famille sollicite ainsi de l'aide des personnes de bonne volonté pour la prise en charge médicale de ce jeune garçon. C'est ce que nous dit ici John Dailemonda. Aaron Chibanda, c'est le nom de ce jeune garçon de 15 ans. Élève de l'Institut Fazili électrocuté mercredi 23 novembre dernier. Après l'incident, ce jeune a été interné dans un hôpital de la place. Aaron Chibanda n'a jamais reçu aucune aide de la part des autorités car selon sa famille, la Société nationale d'électricité SNEL est la première responsable. Depuis que nous sommes ici, aucune autorité n'est venue nous regarder. Nous souffrons. Je fais sortir mon argent et je n'ai plus rien jusque-là. Le câble qui s'est coupé appartient à la SNEL. C'est à la responsabilité de la SNEL. Mais nous sommes partis voir les responsables de la société. Aucune ne nous a reçus. Un cri d'alarme est ainsi lancé à l'autorité provinciale et à toute personne de bon cœur de leur venir en aide, car aucun diagnostic n'a été fait depuis l'incident, ajoute la mère de l'enfant. Tukunaomba mama Fifi Masuka yenjo mama walwalaba yenjo mama yetu ewo shie bantu tunaanza kuteso hivi kungamba ya Mungu. Je demande à maman Fifi Masuka, vice-gouverneur, venez nous aider. Vous êtes la maman de la province. Écoutez nos cris. Je n'ai pas de moyens pour sauver la vie de ces garçons. Kuna mama Fifi ni kuna kuomba mama yangu huku mama muzazi imambo yukume na wewe kuro mama ukaangalia kwa mambo ya mtoto wangu. Toutes les démarches entreprises pour trouver gain de cause n'ont abouti, déplore la responsable de l'infortuné.
Édition du journal sur Mekuba Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.